Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 13 avril 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Peugnier. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va, Denis? Bah écoute, on fait une belle transition parce que là, bientôt, on vient de finir Azure SQL avec le podcast dernier. Bien, alors, on continue avec un Azure quelque chose. Voilà, tout à C'est fait. génial. On continue avec Azure, effectivement, puisque dans cet épisode, moi, j'ai demandé ici à un nouvel invité. On a pris l'habitude maintenant d'inviter toute une série de spécialistes dans les domaines. Et donc ici, notre invité du jour, c'est Nick Trog, qui va venir nous parler de machine learning. Ou bien, j'essaie peut-être de le traduire de machine à apprendre en français, je ne sais pas très bien comment on va dire. Wow, Bonjour machine learning, Nick. c'est pas mal, hein. Bonjour Denis, bonjour Christophe, Merci d'avoir Bonjour, Denis. accepté notre invitation en tout cas. avec plaisir. Donc j'espère que j'ai pas écorché ton nom déjà. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Oui, en effet, c'est à peu près ça. Vas-y, dis-le moi, ça sera plus simple. C'est Nick Trog. Ah voilà, ça j'arrive pas à le dire ça. Le G, là, c'est un peu difficile à prononcer en français. Voilà, tout à fait. Oui, parce qu'il faut le dire, tu es néerlandophone à la base. On En va effet. revenir un peu sur ton parcours. Tu travailles chez Microsoft Belgique. Oui. Et donc, peut-être avant de passer dans le machine learning et d'expliquer un peu ce sujet qui est, comme tu le disais Christophe, un sujet un peu, je dirais, hors du développement .NET pur, mais on va voir qu'on va s'y retrouver très rapidement, qui est un des sujets présents dans Azure, mais un sujet peut-être aujourd'hui un peu particulier. Mais je propose peut-être de te présenter très rapidement, Nick, et comme on le fait d'habitude à chaque fois avec nos différents invités. Et en tout cas, n'hésite pas de me compléter ou de me reprendre si jamais tu entends des choses qui ne sont pas tout à fait normales dans ce que je vais dire. Ok. Mais donc, d'après ce que j'ai noté, tu as commencé en faisant tes études à l'université de Gand, en Belgique. Et tu as fait ça dans quel domaine as-tu travaillé, as-tu étudié ? En fait, je suis un licenciat je suis un informaticien de l'étude, quoi. Ouais. Donc j'ai fait un master en Information Technology. Donc de l'informatique appliquée. C'est pas théorique, mais c'était vraiment appliqué. Ah oui, c'est bien. Et- Ouais, en effet. Ça venait en fait déjà depuis l'âge de 10-11 ans, je jouais déjà avec des ordinateurs. J'ai commencé avec un TRS 80. Ah oui, Donc ça c'était ma première machine et puis ça a continué dans mes études. c'est la belle époque. Moi, j'avais commencé avec un Commodore 64 à l'époque, Ah, donc c'est dans le même ordre d'idée aussi. Donc. en effet, en effet. Et donc, tu as commencé ta carrière en 1996 comme consultant chez Unisys. Oui. Et sur quel type de projet ? Déjà dans ce qu'on parle ici, des technologies un peu, enfin pas de machine learning, mais d'intelligence artificielle ou autre dont on va parler par après ? Non, pas du tout. Je faisais en fait des projets à cette époque-là, c'était vraiment du mainframe, des mainframes Unisys dans un environnement bancaire. Donc à cette époque-là, j'étais à la BBL, donc ça date déjà. Ça date déjà, oui. Ouais, Ouais, ouais. Une banque qui a changé de nom d'ailleurs depuis. Mais... Oui, en effet. Et donc, et ensuite, tu as travaillé chez AMS et puis chez CSC, je note, toujours dans des projets similaires de la même manière ? En fait, là, j'ai passé dans toute série de projets, toute série de rôles dans ces projets. Donc, j'ai fait en fait, dans cette époque-là, je faisais tout sauf de la technologie Microsoft, en fait. Ah oui. C'était du Linux, du C++, du mainframe. En fait, mais sauf tout ce qui était à cette époque-là, .NET ou VB, je n'avais jamais fait du Microsoft. Ah oui, c'est ça. Donc, et c'était en tant que consultant, hein, c'est ça, hein ? C'était toujours en tant que consultant, architecte, dans des projets de développement. C'était toujours orienté développement. C'est ça, ouais. Et c'est comme ça que tu es, je suppose, après, été pris par Microsoft, puisqu'en 2006, tu es arrivé chez le Microsoft Consulting Service comme senior Ouais. consultant. Ouais, en effet. Qu'est-ce que c'est ça, le Microsoft Consulting Service ? C'est comme toute autre société de consulting, mais en fait, c'est en fait une partie de Microsoft qui fait de la consultance, mais c'est en fait une équipe qui est assez petite. Donc en Belgique, ils sont une trentaine de personnes. On faisait plutôt du architecture, du contrôle de qualité des projets, Ah oui. donc de sous-traitants ou en partenariat avec d'autres sociétés, quoi. Ah oui, c'est ça, ok. Donc c'était vraiment des projets assez haut profil.
Et donc, ouais, c'est ça. Et donc ensuite, tu es toujours chez Microsoft, mais donc en 2010, tu es passé Ouais. en tant que ISV développeur évangéliste. Ouais. Plus au faire de l'évangélisation, ce que tu fais toujours, puisqu'en Ouais, en 2012, tu es effet. passé senior technical évangéliste. Oui, donc là, je suis passé, au début, en fait, peut-être expliquer ce que c'est un évangéliste. Ouais, ouais, ouais. En fait, notre rôle en tant qu'évangéliste, donc nous sommes 4 en Belgique, c'est en fait de parler avec des développeurs, toute personne qui est intéressée par la technologie et leur expliquer en fait ce que fait Microsoft dans la domaine de développement, quelles sont les plateformes Microsoft et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Leur informer. Et au début, c'était plutôt vers les ISV, donc des sociétés qui font des logiciels, Ah ouais. comme des Comme moi. logiciels de Oui, comme Christophe. comptabilité ou n'importe quoi, quoi. Voilà, comme Ouais, Christophe fait aussi ça. ça, Ouais. ouais. Et donc c'était focalisé à discuter avec des sociétés. Et puis maintenant, je fais plutôt ce qu'on appelle du audience evangelism. Donc je parle à des conférences, Mhm. comme par exemple Mobile Dev Day à Mons. Ouais, voilà, là où Euh, on s'est rencontrés, nous, en effet, effectivement. Ouais. en effet. Et donc je parle avec tout le monde qui veut apprendre la technologie Microsoft. Et Ah bah, donc c'est c'est très L'ISV, bien. ça existe encore en Belgique, non, le service là? on a encore des gens qui s'occupent en fait des ISV. En effet, ça existe encore. D'accord. Ouais. Mais moi, je suis plutôt focalisé sur en fait une audience plus large qu'uniquement les ISV. C'est ça, très bien. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Et donc, c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que tu vas venir nous parler de Azure Machine Learning. machine Ouais. learning. Ouais. Alors en fait, tu vas nous présenter un peu cette partie-là, cette partie d'Azure, Ouais. qui est en fait l'ISV, enfin, pardon, n'importe quoi. L'Azure Machine Learning, j'aime pas trop, comme tu le disais en français, Denis, parce que bon, la machine d'apprentissage, ça fait un petit peu moyen, mais bon, c'est l'un des nombreux services que Microsoft en fait nous propose en fait dans le développement du cloud. On a eu l'occasion de lui parler d'Azure dans le précédent épisode avec Isabelle, et là je vais écorcher son nom, donc Van Kampenhoen. Campenhout. Une Ouais, Kampenhout. voilà, Voilà. excusez-moi. Bon, on a vu au niveau d'Azure, qu'est-ce que c'est? Bon, ça va être une plateforme qui va être ouverte, flexible, qu'on va pouvoir intégrer dans des environnements de logiciels qui sont existants. On va payer en fonction de notre consommation. On va utiliser en fait nos applications du coup n'importe où. Et puis, bon, c'est vraiment un service cloud Azure qui est maintenant bien éprouvé et bien validé. Mais parmi tout ça, en fait, il y a Ouais. aussi une petite branche qui est ce qu'on appelle le big data, hein, la gestion des grandes données. Alors, dans cette approche du machine learning, est-ce que tu pourrais déjà nous dire qu'est-ce que c'est que le big data au sein d'Azure? Ouais, donc le big data, bon, c'est une terminologie qui est assez utilisée dans des différents domaines. En fait, c'est quoi le big data? D'abord, comme le mot le dit, ça consiste à vraiment des données assez larges. Et quand je dis large, c'est vraiment pas des millions de records de données, mais c'est vraiment des centaines, des milliards de données, quoi, qui sont dans un dataset. Donc ça, c'est une partie. Et dans le domaine de big data, on parle très souvent des 3 V, c'est-à-dire le velocity, la volume Ouais. et la variance. Et donc, la volume, bon, ça, c'est le volume de données. Ça, c'est assez clair. Mais il y a aussi le concept de la vélocité. Donc, avec quelle vitesse est-ce qu'on reçoit en fait des données? Et ça, c'est plutôt si on regarde comme exemple, par exemple, le Internet of Things ou les wearables. Mhm. Donc, tu as par exemple t'as ton Apple Watch ou un Microsoft Band ou un autre. Oui, par exemple, plutôt, ouais, ouais, parce que On est assez ouvert. oui. Donc un wearable ou un Fitbit, et en fait il va traquer en fait tout genre de capteurs, et on reçoit en fait des données tous les secondes. Donc ça c'est en fait la vitesse avec laquelle on va recevoir des données. Et donc ça c'est aussi un concept qui est assez important dans le big data, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'on a beaucoup de données que c'est du big data. Donc, par exemple, SQL Server, il sait traiter aussi des millions, des centaines, des millions de records.
mais c'est aussi le concept de recevoir très souvent, avec une fréquence très élevée, des données. Donc ça, c'est la vélocité. Donc ça, c'est la deuxième V dont on parle. Et donc le troisième, c'est la variance. Et donc là, on parle en fait, on reçoit donc de nouveau avec ces capteurs, ces wearables, on peut recevoir des données de température, peut-être des données cardiaques ou tout genre de données, toute une variance de types de données qu'on reçoit. Et on veut faire du analyse sur tous ces différents types de data, même sur des data que on ne sait pas encore très, très bien maintenant ce qu'on va faire avec. Ouais. Mhm. Tous ces trois concepts en fait jouent dans tout ce qui est big data. Ouais. Donc c'est assez clair comme ça. Et donc, oui, c'est assez clair, mais maintenant je me pose la question, Ouais. le machine learning, il va s'appuyer sur du big data, hein, forcément à un moment Ouais. donné. Ça Ouais. va recouper différentes informations. Ouais. Avant de te poser une question qui sera, avant que tu me répondes à la question, comment sont prises et comment les prises de décision, ils évoluent avec toutes ces données, je me pose la question, mais le machine learning, ça va être quoi? Un système de requêtage? Je vais recouper quoi? De la probabilité? S'il manque des données dans tel ou tel champ, je dirais, de fil, de base de données, ça va être quoi? Ça va être mettre des valeurs moyennes pour mieux ajuster, mieux prévoir. C'est toutes des questions, tu vois, qui sont assez difficiles. Mhm. Et finalement, tu me parles des 3V, donc ça veut dire qu'il y a un vecteur qui est le vecteur de- d'entrée d'informations qui va être rapide, Ouais. constant. Ça veut dire qu'il y a des vieilles données qui vont être brassées, qui vont être conservées, je suis d'accord, mais à un moment donné, elles ne doivent plus être utilisées parce qu'elles évoluent dans le Mhm. temps. Euh, voilà la grande interrogation. J'espère qu'on va lever tout ça dans ce petit podcast Ouais. pendant 1 heure. Mais alors voilà, comment maintenant, avec le big data, on migre vers. Enfin, le machine learning évolue Ouais. et prend ses décisions. Ouais, c'est ça. C'est le chemin entre, bon, j'ai toute une série de données et comment est-ce que je prends mes décisions sur ces données? Parce que bon, des données sans faire quelque chose avec, sans prendre des décisions, bah, ça ne sert à rien, quoi. Juste avoir un pool de données. Et donc, avant, ce qu'on faisait, on faisait du BI, donc du Business Intelligence. On faisait des rapports statiques sur ces données. On faisait avec, par exemple, SQL Reporting Services, on pouvait faire un rapport, et puis pour passer du rapport statique à prendre une décision, bah, il fallait encore un processus manuel assez grand, quoi. Il fallait passer, avoir beaucoup de discussions, beaucoup de gens qui discutaient, qui se parlaient en fait sur ces rapports. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ça a évolué. Donc ça a évolué vers des tableaux de bord interactifs ou du self-service BI. En fait, c'était l'utilisateur qui crée son rapport lui-même et ça répondait aux questions. J'ai toute une série de données. Pourquoi est-ce que quelque chose s'est passé? Ouais, donc on regarde les données, les données historiques. Et en fait, ce tableau de bord, ça permet en fait de répondre à la question pourquoi est-ce que quelque chose s'est passé? Hein, au lieu de, avec les rapports statiques, on savait qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne savait pas encore pourquoi. Hein. Et donc, c'est un tableau de bord aider à répondre à ces questions. Et donc, tu vois en fait la partie manuelle de passer à répondre à la question pourquoi et donc prendre une décision, c'est déjà moins important. Il y avait déjà un morceau de processus manuel qui était enlevé. C'est ça. Donc, effectivement, on a, si je comprends bien, une masse de données à la base, et on en a, je pense d'ailleurs, avec les métiers dans lesquels on travaille maintenant, de plus en plus. On parlait d'IoT, ben, on en a effectivement qui arrivent de tous les côtés. Ouais. Et la grosse problématique qui va se poser et qui se pose déjà, c'est comment faire pour analyser, pour ressortir les bonnes informations derrière ça. Et donc, comme tu le dis ici, donc jusqu'à présent, on a des rapports statiques ou des tableaux de bord qui permettent, en gros, c'est juste reformater, revisualiser de manière un peu différente la masse d'informations pour la synthétiser et aider en quelque sorte les êtres humains derrière à prendre des décisions correctes, quoi.
En Tiens, effet. justement, au niveau de ces tableaux de bord interactifs, à cette étape ici du processus, Mhm. je n'ai jamais utilisé le produit Microsoft qui s'appelle Power BI. Ouais. Power BI est encore au-delà ou on est à ce niveau-là? Il est là, oui. Donc, tu as vraiment un Canva interactif. Donc, tu prends en fait des sources de données. En fait, tu vas créer ton rapport toi-même dans ton navigateur d'une façon interactive. Euh, Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y avait des exemples qu'on avait essayé qui sont présents, je pense, dans Power BI, du ouais. style, on a des informations massives qu'on peut classer par pays, puis par région, par ville. Mhm. Et le fait de pouvoir, l'interactivité, c'est en quelque sorte, c'est ça. C'est Ouais. l'utilisateur va choisir lui-même, tiens, je veux avoir de manière, pour toute l'Europe, quelles sont les tendances, combien d'hommes ont fait ceci, combien de femmes ont fait ceci, est-ce Mhm. qu'il y a plus d'accidents dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Et ensuite, de pouvoir affiner lui-même en choisissant, je veux choisir le pays ou la ville, et à ce moment-là, on a la possibilité de réduire en quelque sorte les décisions, quoi. Ça veut Ouais, ouais. dire que Power BI n'est pas encore au niveau du machine learning. Non, non, pas encore. On utilise les stats. Il Ouais. faudra me répondre à la question, la différence entre le machine learning, le résultat d'un machine learning, parce que je trouve que la frontière, j'ai du mal à la cerner Mhm. entre le machine learning et finalement des résultats de statistiques. Ok. Tu vois, quelle est j'ai encore du mal à voir la nuance entre le machine learning, ok, le- il se sert de stats de toute façon, j'ai l'impression, ce moteur Oui, ultra oui, puissant. en effet. Oui, oui, Et oui. les statistiques, où voilà, j'ai le rapport à ce stade ici, le tableau de bord interactif est Ouais. vraiment un résultat qui provient du machine learning. Euh, Mais on va attendre la fin ouais. de l'émission parce que peut-être que on va Ouais, pouvoir répondre à cette question. ouais, en effet, ça va, ça sera plus clair, je pense après, ouais. Ouais. D'abord, voir où en fait se met le machine learning et en fait quelles questions il répond. Euh, et donc, si tu peux en fait prendre le suivant, c'est en fait maintenant qu'on sait pourquoi est-ce que quelque chose s'est passé dans le passé. Ouais, ouais, euh, Ça, c'est chaud, pour ça, la prédiction. sont en fait les prédictions. Comment est-ce qu'on peut faire une prédiction sur ce qui va se passer dans le futur, Mhm. sur base en fait des données historiques. Est-ce qu'on peut trouver en fait qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et donc faire des prédictions. Ça veut dire intégrer de la probabilité. En effet. Et donc c'est là où en fait toute une série de fonctions statistiques vont entrer dans le modèle machine learning pour arriver à ces prédictions. En effet. Et Ouais, c'est là où on parle effectivement, l'aspect learning, donc en apprentissage, effet. met tout son sens. C'est qu'on va, je suppose, passer dans ces algorithmes de machine learning pour le faire apprendre et Ouais, lui dire, si tu as déjà eu ce problème-là la fois d'avant, on a mis telle solution, si le problème revient, il y a beaucoup de chances que la même solution soit acceptable, quoi. en effet. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, Ok. c'est comme ça aussi, et on verra ça après, comme que les gens apprennent les choses. Hein. Ouais, ouais. Comme un enfant qui essaye de marcher, bah, il apprend en faisant des expériments. Ouais. Il C'est essaye. humain, hein, de toute façon. Et là, Bah oui, finalement, c'est sur des échecs qu'on évolue, nous ouais, humains. en effet. Là, c'est un peu pareil. La Ouais, prédiction, voilà, ça n'a pas foiré, ça a foiré, pardon. Donc, le machine learning est capable de dire, cette solution-là, je vais l'écarter parce que je sais que mhm, finalement, c'est moins bon que ici, les résultats, les stats de ça sont bien meilleurs. Enfin, la probabilité que ça soit ouais, bon, c'est ouais, humain finalement. en effet. Et donc Bon, c'est créé par l'homme. c'est vraiment un processus itératif. Donc très souvent, bah, c'est jamais le cas où tu crées un modèle de machine learning et c'est bon du premier coup. Donc tu essayes, tu fais un peu de tuning, évaluation de ton modèle et ça évolue d'une façon itérative pour arriver à vraiment quelque chose qui va pour tes données, quoi. Et pour un contexte bien précis, bien évidemment.
C'est ça, donc c'est un processus qui est quand même assez lent aussi. Je suppose que quand on développe des solutions, il y a tout un mécanisme d'apprentissage au préalable avant de pouvoir donner des réponses adéquates et correctes. Ben, disons ça, c'est que en fait la technologie de machine learning, donc Azure Machine Learning, il permet en fait de faire ce genre d'expériments et de ce genre d'itération d'une façon très très vite. Donc il faut pas beaucoup de technologie, il faut pas beaucoup de temps, d'investissement pour faire ce genre d'expériments. Eh Ouais, bien c'est moi, ça. en gros, on va parler du futur avec le machine learning. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un horoscope en machine learning. Ça serait peut-être plus précis que ce qu'on a à la radio. Finalement. Finalement, oui. Ouais. Mais il faudra avoir des données, des masses de données, du big data sur toi, Christophe, pour pouvoir sortir ton horoscope. Ouais, Voilà, c'est je suis né à ça. telle date. À la rigueur, allez, éventuellement, ça va aller regarder les positions actuelles des planètes. Ah, Ouais. mais écoute, il y a Ouais. moyen. Il peut y avoir une machine learning qui va carrément faire fureur au niveau de l'horoscope. Faudra déjà voir s'il y a des influences entre tout ça, hein, entre planètes Eh ben, je pense et que ton j'aurais plus comportement. confiance au machine learning qu'en Madame Irma, hein. Ouais. Ça peut-être. Ouais. Bah, c'est justement en fait la technologie de machine learning qui permet en fait de trouver des corrélations. C'est ça qui est toujours difficile pour un humain de trouver en fait des corrélations. On peut facilement trouver des corrélations si on a 2, 3, 5, 10 points de data, 10 paramètres, et trouver quels sont les paramètres qui sont corrélés l'un de Mhm. l'autre. Maintenant, avec des masses de données, si on a des centaines, des milliers de points de data, des milliers de paramètres, c'est très difficile à trouver quelles sont en fait les corrélations entre eux. Et donc c'est là qu'aide la technologie de machine learning, de trouver en fait ces corrélations et voir pour ton horoscope qu'est-ce qui est important pour le comportement de Christophe. Mhm. Donc, quelles sont les actions Ouais. qu'il prend et qu'est-ce qui s'est fait que toi, tu as pris une décision. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai. Donc c'est plus ici le machine learning. On part plus sur une solution de prévision du futur Oui, et en donc effet. de voir un peu comment on peut utiliser ces solutions prédictives. Et si on doit définir le machine learning, puisqu'on en parle, mais comment tu le définirais? Qu'est-ce que c'est pour toi le machine learning? Euh, En fait, le machine learning, c'est vraiment donner les moyens à un ordinateur d'apprendre, comme c'est indiqué ici, d'apprendre grâce à l'expérience. Donc, c'est basant sur des données historiques, faire des prédictions, C'est et ça. donc d'une façon automatisée. C'est ça, oui. Donc on le voit par exemple ici sur le slide, il y a un aspect Mhm. d'écriture, puisque je suppose que Ouais, le machine learning va intervenir surtout aussi dans ce genre de domaine. ouais, C'est ouais, la c'est ça. détection, la reconnaissance d'écriture. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander peut-être à un panel de, je sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes d'écrire un mot et de l'envoyer, donc de donner ce dessin de ce mot à l'ordinateur et lui dire, ben, ça, ce mot-là, ça veut dire référence. Ou Ouais, ça veut dire un mot bien défini. Et donc les 1000 personnes vont le faire, et donc ça va permettre à l'ordinateur de dire, ben, le R, voilà la manière dont il s'écrit, le E, voilà la manière dont il s'écrit, et ainsi de suite. ouais. Et en fonction de chacune des écritures, l'ordinateur va apprendre de telle sorte que si après on lui donne une lettre qui ressemble mais qui n'a jamais vu réellement, il va pouvoir, par comparaison, pouvoir la retrouver. Mais alors, Ouais. dis-moi, quelle est la différence avec moi dans les années 90, j'utilisais déjà des scanners OCR. On ne parlait pas de machine learning. Et pourtant, ça faisait la même chose. Ça venait comparer des lettres. Mhm. Je pouvais écrire de manière manuscrite et ça comparait quand même avec une sorte de, je sais pas, ça devait être vectoriel. Comme maintenant, j'en suis persuadé que ça reste, enfin, ça reste le même principe. Mais alors Mhm. pourquoi maintenant? Quelle est la différence entre mon scanner OCR et maintenant le machine learning sur la reconnaissance, par exemple, d'écriture? Ouais. En fait, c'est les mêmes concepts, hein. En fait, c'était des concepts de machine learning qui étaient déjà utilisés dans ces logiciels de reconnaissance d'écriture. Donc, euh, la différence avec le machine learning comme il existe maintenant, c'est vraiment avant, il fallait en fait écrire cette logique, ces processus, ces algorithmes toi-même. Donc, une société Oui, oui. Comme Iris. Ils ont développé en fait tout ça eux-mêmes. Ils ont toute cette connaissance, mais c'est vraiment ciblé
à la technologie de reconnaissance d'écriture. Par contre, maintenant, le machine learning ou le Azure Machine Learning, c'est vraiment une plateforme qui est générique, qui peut être appliquée pour faire de l'apprentissage, mais sur des différents domaines. Alors, c'est limite effrayant ce que tu dis, parce que tu as manqué de le dire. C'est-à-dire que le machine learning va écrire lui-même son propre code. Tu as manqué de dire ça, hein. Ça veut dire que le logiciel va créer son propre code pour éviter à l'entreprise de créer son algorithme elle-même. C'est-à-dire que la machine learning va elle-même apprendre, enfin évoluer elle-même. Alors qu'avant, pour évoluer, il fallait faire une mise à jour du code source. Oui, en fait, ouais. Moi, j'ai Je peur, hein. pense elle se base surtout, les machine learning actuelles récentes, je vais dire, se basent surtout peut-être sur des algorithmes déjà prédéfinis ou déjà connus. Mais la machine learning n'est pas faite pour pouvoir se modifier elle-même Pas et encore. modifier son propre algorithme. Pas encore. Ça arrivera peut-être, mais ouais. Non, pas encore, non. Pas encore. C'est ça qui est effrayant. Ouais. Mais en effet, donc tu crées ton modèle et donc le modèle là, apprend grâce à c'est comme, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais des neural networks. Ouais, des réseaux de neurones, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc des réseaux neuraux. Ouais, donc on est typiquement dans l'intelligence artificielle alors ici. Ouais, c'est ça. Donc c'est donc le machine learning, c'est pas nouveau. Comme tu disais, en fait, ça existait déjà, mais c'était très ciblé pour des domaines très spécifiques. Et maintenant, la technologie est devenue beaucoup plus générique et peut être appliquée un peu partout. Et donc, il y a toute une série de scénarios qui sont possibles. Et donc, en effet, quelques exemples sur lesquels on a des références, c'est par exemple la maintenance prédictive. C'est en fait une société qui crée des ascenseurs. Pour eux, c'est très utile de savoir avec quelle fréquence est-ce qu'on doit faire de la maintenance sur ces ascenseurs. Et en fait, quels sont les différents facteurs qui influencent en fait la fréquence de maintenance. Donc, par exemple, un ascenseur qui est installé au Moyen-Orient, où il y a en fait une température assez élevée, où il y a beaucoup de gens qui utilisent les ascenseurs par rapport à un ascenseur qui est installé ici à Bruxelles dans un appartement. Quels sont les différents facteurs qui jouent en fait dans cette maintenance? Et est-ce qu'il y a moyen de faire une prédiction quand il faut faire de la maintenance pour éviter en fait que l'ascenseur va se casser, Ouais, c'est ça. qui va tomber en panne? Parce que c'est toujours mieux de faire la maintenance avant que l'ascenseur tombe en panne, quoi, que de devoir... Devoir intervenir en ouais, c'est ça. catastrophe. Et donc là, l'idée pratiquement, c'est de venir mettre sur, par exemple, ici tu parles de l'ascenseur, de Mhm. venir mettre des détecteurs ou des capteurs de type IoT qui Ouais. vont envoyer régulièrement les informations de type température, nombre de trajets effectués par jour et ce genre de Ouais, choses, ouais, et de les envoyer dans le cloud pour Ouais. que après on puisse via Azure venir calculer tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. et sur base en fait de tous ces des capteurs, des données des capteurs, on a tout un set de données, donc du big data, sur les ascenseurs, donc des données historiques. Mhm. Et en fait, en mettant un modèle de machine learning sur ces données, on peut en fait trouver en fait les corrélations entre, par exemple, la température, le poids de l'ascenseur, le nombre de trajets, et en fait la fréquence avec laquelle un ascenseur va tomber en panne. Ouais, c'est ça. Ouais, donc donner la liste peut-être toutes les semaines à des techniciens pour dire voilà, vaut mieux aller voir ceux-là d'abord et Ouais, c'est ça. peut-être faire des checks par après sur les autres, quoi. Ouais. Ok. Et on a fait la même chose pour le métro à Londres, où là aussi c'est bon pour eux de faire la maintenance prédictive, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Et ça fait longtemps que Microsoft travaille sur ce genre de technologie, de sujet? Ouais, donc on a fait ça. Ça fait déjà depuis les années 90 ou 90, Ouais. où en fait ça a commencé avec la recherche plutôt en théorie, avec Microsoft Research qui a été formé en 91. Où en fait il y avait toute une série de gens qui faisaient de la recherche sur tout ce qui est machine learning.
Et puis en 97, on a appliqué ça déjà dans notre service de mail qui était Hotmail. En fait, on a utilisé le machine learning pour déterminer en fait quels sont les mails qui sont du junk mail. Donc, quels sont les paramètres, le spam, quels sont les paramètres pour déterminer si un mail est du spam, oui ou non. C'est quelque chose qui croyait que c'était quelqu'un derrière qui disait c'est un spam. Ah, il a du boulot, lui. Hein. Il a du boulot. Ouais. On l'a encore maintenant, hein, finalement, là, ce que tu dis là pile à l'instant, les junk, les spams, quand dans l'Office 365 ou le Outlook.com, dès qu'on appuie sur le bouton courrier, enfin, ce n'est pas un courrier, comment ils disent courrier indésirable. Voilà, courrier indésirable ou non indésirable, je présume que là, on renseigne une machine learning derrière. Oui, en effet. Parce que ça, c'est plutôt ce qu'on appelle, et ça rentre un peu dans les algorithmes qui sont utilisés, c'est du supervised learning. Donc, on a quelque part un entrée dans les données et on sait en fait le résultat. Il y a quelqu'un qui connaît en fait le résultat. On sait que c'est du spam. Et donc, sur base en fait ce supervised learning, on sait en fait c'est du spam. Qu'est-ce que je peux trouver en fait dans ce mail pour qu'en fait l'utilisateur il décide que c'est du spam. Ouais, et ça c'est du supervised learning. On connaît en fait le résultat et on cherche en fait les différents paramètres qui donnent en fait ce résultat. Ça par rapport au unsupervised learning où on ne sait pas encore ce que c'est. Et donc c'est la détection du spam. Et puis ça a passé dans Bing Maps, donc pour trouver en fait le bon chemin pour arriver à la maison. Donc ça aussi, c'est du machine learning sur base des différents critères. Comment est-ce qu'on peut déterminer quel est le meilleur chemin pour un utilisateur à trouver sa destination. Et donc ça a évolué dans Bing Search. En fait, pour trouver en fait des résultats les plus relevants. Puis avec Kinect, là aussi, il y a toute une série de machine learning. Je suppose que vous connaissez Kinect. Oui. Ouais, donc où en fait on a les gestures où en fait tu utilises en fait tes bras, les jambes pour contrôler en fait ton Xbox ou ton PC à la limite. Et donc là, il faut du machine learning pour déterminer en fait qu'est-ce que fait en fait la personne et qu'est-ce qu'on peut déterminer en fait sur base de la personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc Skype Translator, c'est encore plus avancé. Donc là, ça entre déjà dans tout ce qui est speech recognition. Et en fait, comment est-ce qu'on peut traduire en fait ce que dit une personne et la traduire en temps réel. Ouais, c'est ça. Et tout ça passe aussi. Mais tout cet aspect de machine learning jusque-là, jusqu'à la dernière brique qu'on va voir juste après, ce sont des... Enfin, je veux dire, Microsoft le faisait, le développait, mais ne permettait pas d'accéder ou de modifier les composants de la machine learning. Non, en effet. C'était vraiment... C'est développement maison, quoi. Ouais, en effet. Historique, hein. En effet, c'est l'historique et c'était au sein de ces applications qu'on faisait du machine learning. C'était tout un parcours aussi de trouver quelque part un plateforme de machine learning pour nous aussi. Et puis ça a évolué et ça a donné comme résultat le Azure Machine Learning, où on a vraiment créé un produit, une plateforme qui permet aux développeurs de créer ses propres modèles de machine learning au sein de son application. C'est ça, on va le voir juste après, effectivement. Mais donc là, on rentre dans l'aspect développement, où on va pouvoir effectivement utiliser tous les fruits de presque 20-25 ans du machine learning que Microsoft a mis en place. Quoi. Okay. Et donc tout ça, en fait, si je suis bien, on a ici toute une série d'outils, d'algorithmes et de méthodologies qui existent, mais déjà depuis pas mal de temps. Oui. Donc quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme avantage ou comme problème dans les outils existants et qu'on va essayer de résoudre, je suppose, après avec Azure. Ouais. Donc comme ça indiqué avant, déjà, même avant que Microsoft faisait du machine learning, ça existait déjà depuis les années 60-70. Mais il fallait en fait des grosses machines, du développement très spécifique pour créer ces modèles de machine learning.
Donc il fallait implémenter tous ces algorithmes lui-même. Il y avait plein de Fortran à cette époque-là dans ce domaine. Et donc ça coûtait beaucoup d'argent. Donc il fallait un très grand investissement au niveau du temps, mais aussi au niveau d'infrastructure. Aussi, avant, il y avait des pools de données, des sets de données qui étaient assez isolés. Et c'était assez difficile à créer quelque part des rapports ou des vues sur l'ensemble des données. Donc c'était vraiment des sets isolés de données. Et ensemble avec ça, il y avait en fonction de l'outil ou en fonction du type de données, c'était par exemple des données qui étaient relationnelles qui se trouvaient dans une base de données. Puis il y avait des fichiers de log qui étaient des flat files. Il y avait aussi une série d'outils qui étaient déconnectés. Il y avait un outil pour gérer en fait tout ce qui était relationnel, il y avait un autre outil pour gérer tout ce qui était flat files, etc., etc. Donc tout ça c'était déconnecté. Donc ça rendait en fait le développement ou l'utilisation du machine learning très difficile. Ça prenait beaucoup de temps. Et donc tout ce qui est déploiement était aussi assez compliqué avec des infrastructures qui étaient compliquées. Ensemble avec ça, le déploiement en production était aussi compliqué. Donc c'était très compliqué. C'était pour des sociétés qui avaient beaucoup d'argent et beaucoup de temps, beaucoup de développeurs pour développer des solutions ainsi. Oui, c'est ça. Et donc maintenant, avec Azure, ça se met du coup, ça réduit en quelque sorte les coûts, ça réduit les aspects d'isolation de données, et donc on se retrouve avec beaucoup plus d'avantages, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Donc déjà, et ça a été discuté dans la session avant. Donc tu as tous les avantages du cloud, c'est-à-dire ça rend en fait l'infrastructure assez facile, très accessible. Donc déjà ça, donc tout ce qui est infrastructure, donc des VM, ils sont disponibles à tout moment. Mais donc le concept du Azure Machine Learning, ça te donne vraiment une solution toute faite pour créer tes propres modèles. Et on verra plus tard comment on crée ces modèles. En fait, ça donne un accès à déjà du côté des données. On crée un modèle et on peut dans ce modèle attacher toute une série de datasets, n'importe d'où ils viennent. Donc les données peuvent venir du cloud, ils peuvent aussi venir des sources quelque part locales, ça peut être du flat file, ça peut être du relationnel, ça peut être du Hadoop. Donc tout ça, on peut assembler et capturer dans le modèle. Et puis le modèle va utiliser en fait toute une série d'algorithmes statistiques. Oui. Pour en sorte que à la fin, donc du côté droit dans ce schéma, qu'on va publier en fait le résultat du modèle, et qui va permettre en fait aux développeurs d'intégrer en fait le résultat du machine learning model dans son propre application. Oui, c'est ça. Parce que c'est bon de créer un modèle statistique, mais il faut aussi l'intégrer au sein d'une application. Ouais. Et ça communique alors avec quoi? Avec des web services ou on a un SDK pour pouvoir se connecter sur les outils de machine learning? Ouais, c'est des REST API. Ah oui, ok. Ouais, donc c'est accessible à tout le monde, quoi. Tout le monde qui sait parler du HTTP sait accéder en fait les résultats de ces modèles de machine learning. Maintenant, une contrainte aussi, c'est qu'évidemment l'avantage c'est que c'est dans Azure, donc accessible directement, tout simplement, mais on est obligé d'être connecté. On n'a pas la possibilité de récupérer des parties d'analyse pour les mettre en local sur que ce soit le téléphone ou la tablette. En fait, en effet, le modèle même, il tourne dans le cloud. Ouais. Et donc, si tu veux évaluer, en fait, quelque part, tu as une application mobile qui prend quelques entrées de l'utilisateur. Et on veut appeler en fait le machine learning model. Il doit en effet se connecter au cloud. Ouais, c'est ça. Oui, enfin, ça devient en fait pour le développeur après une API, c'est tout, une web API. Bah oui, c'est voilà. ça. Ça devient une API, ouais, tout à fait. Quelque part, en fait, pour le développeur, je dirais,
qui n'a pas trop de notion du machine learning, si c'est un développeur tiers qui utilise machine learning, lui, c'est quoi? C'est un web API, il met une entrée, il reçoit des données, point. Ouais. C'est facile en plus. Ok, donc si je résume un petit peu ici avant de passer à l'aspect un peu plus peut-être pratique des choses, donc si je résume, on se retrouve donc le machine learning, ça va se baser sur une série de concepts, je vais dire, un aspect peut-être de classification, donc on va se retrouver avec une masse de données, et je suppose que plus on a des données, plus ça va permettre d'apprendre et mieux ça sera pour le système pour pouvoir donner des résultats. Bah oui. Et donc sur base de ces données-là, on fait ce qu'on appelle, je vois ici, des régressions. C'est-à-dire que ça va passer dans des fonctions mathématiques, des statistiques et autres que je suppose que Microsoft va nous donner, mais on va voir ça un peu après. Ouais. Et ça va permettre d'extraire des recommandations. Et donc les recommandations, c'est sur base des statistiques, dire voilà, la tendance, elle va vers cette partie-là ou vers une tendance négative par exemple. Et alors une chose aussi qu'on n'a peut-être pas encore parlé, mais c'est l'aspect des détections d'anomalies. Ouais. Enfin, on en a parlé peut-être avec ton exemple d'ascenseur tout à l'heure, c'est typiquement ça, c'est voilà les tendances et tiens, peut-être que dans ce cas-là ou avec telle remontée de température anormale, il risque d'avoir des problèmes, des anomalies qui vont pouvoir être détectées plus facilement et on va pouvoir intervenir avant même que le problème ne soit présent. Ouais. Au même plus pratique, c'est peut-être tu as déjà eu le cas où tu as été appelé par la société des cartes de crédit. Quand tu es à l'étranger, ils t'appellent pour te dire on a constaté qu'il y a eu une transaction aux États-Unis et normalement on n'a jamais des transactions des États-Unis pour toi. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle de la détection d'anomalies. C'est que pour détection de la fraude ou si quelqu'un a volé tes données de carte de crédit. Et la même chose si tu te logs dans ton Outlook.com à partir de quelque part un endroit où t'es jamais. Donc le premier jour où toi tu es à l'étranger, tu reçois un email pour te poser la question, est-ce que c'est normal que tu t'es logué au Royaume-Uni? Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est de l'anomalie. Il fait des détections sur les habitudes, ce qu'on fait habituellement, voilà ce qui se passe. Et quand il y a un point qui ressort dans le graphique en disant tiens, ça c'est pas normal, il y a un enclenchement d'anomalie et un process qui est enclenché derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. En effet. Très bien, très bien. Donc ici, c'est tout genre d'algorithmes que tu voyais. Donc Alors en fait, à ce stade, on vient de voir que finalement, l'ordinateur, il va entendre, il va lire, il va falloir qu'il comprenne, qu'il interprète et qu'il anticipe. Ouais, en effet. Tout ça, ce qui est sympa, c'est que maintenant, Microsoft, il nous a développé une série de services qu'on va pouvoir utiliser directement. Et tout ça, ils ont regroupé ça dans ce qu'on appelle, et ce qu'on voit là à l'écran, si vous regardez la vidéo, les Cortana Intelligence Gallery. Ouais. Donc là, derrière, en fait, ça va être quoi? L'utilisation pour gérer la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'écriture, la reconnaissance vocale, un peu ce que je disais, tout ce qui a appris. Tiens, une petite parenthèse, parce qu'on parlait de l'historique. J'ai noté qu'en fait, au niveau de la reconnaissance faciale, c'est pas nouveau. Il n'y a pas que Microsoft qui fait ça, bien sûr. On le voit là récemment sur Facebook. Il y a eu des petites choses que j'ai vu passer sur Twitter. Mais ça remonte en fait à 1987. Le MIT avait commencé un système de reconnaissance faciale qu'ils avaient appelé, alors c'est un mot anglais que j'ai du mal à dire en anglais, le Agent Face. En gros, ils se basaient sur une série de... Ils ont fait passer plein de visages et en fait, ils mettaient en blur, en noir et blanc, pour détecter en fait l'écartement des yeux, la position en biais, enfin vectoriser en fait le visage. Mais c'est pas récent finalement cette reconnaissance faciale. Et un truc qui me fait rigoler, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais été à Seattle et puis il y avait les gars de research qui étaient là et puis que tu passais dans un couloir et puis venez, mettez-vous là. Et en fait, ils apprenaient à Windows Hello. En fait, on renseignait nous-mêmes Windows Hello. On faisait apprendre la machine. C'était assez rigolo. Et après, un an après, Windows Hello qui est sorti, quoi. Et c'est vrai que ça marche bien. Hein. Moi, avec la Surface 4 notamment, Windows Hello, c'est nickel, quoi. Et un jour, je vais oublier mon mot de passe et je ne pourrai plus me connecter que par ça. C'est Alzheimer, ça. C'est Alzheimer, ouais, non, mais ça commence. Mais t'inquiète pas, machine learning, après, il va te dire pourquoi j'ai Alzheimer. Pourquoi t'as Alzheimer. Voilà.
Et c'est vrai que tous les services qu'on voit ici, on va peut-être en voir un en particulier après, mais ce sont des services, comme on le disait, qui sont accessibles très facilement par le développeur en Web API. Oui. Et je pense qu'il y en a une bonne série qui sont gratuits aussi. Hein. Oui, on a, je pense, une 22 API qui sont disponibles, Ouais, gratuits. Donc, oui, en effet, reconnaissance faciale, vocale, etc. Aussi, il y a une série d'applications exemplaires, comme, ouais, c'est ça, pour reconnaître quel genre de chien est-ce qu'il y a sur un photo. Oui, pour reconnaître des objets dans une photo aussi. Mais ça, c'est tout récent en plus. Hein. Ça, c'est une annonce qui était sortie à la build là. Hein. Ouais, en effet, c'était le Caption Bot, c'est ça? Oui. Ouais, où en fait tu lui donnes en fait une photo et il va reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans la photo. Il va te donner en fait un caption, je sais pas comment ça s'appelle en français. Un label, un descriptif. Ouais, un descriptif en fait de ce qui se trouve dans la photo et ça c'est un descriptif avec du langage assez naturel quoi. Donc ça a l'air d'être écrit par un humain. Oui, donc alors ça c'est aussi une partie du machine learning quoi. C'est pas nouveau, Microsoft ils ont ça depuis longtemps. Là ils l'ont mis au niveau de bot comme ils disent. Mais rappelez-vous dans OneDrive, on avait déjà ça, la classification de nos photos avec des mots-clés. Ouais, en effet. Ça veut dire qu'il y avait déjà l'intelligence et moi c'était il y a 2 ans que j'ai remarqué ça ou peut-être plus, pas moins en tout cas. Mais c'est bluffant déjà. Enfin, c'est vraiment bluffant quoi. Il y a des choses. Et moi j'ai testé ce bot de reconnaissance d'image. Tu l'as testé toi Denis? Je l'ai testé ici, le Face API, mais pas le bot bot directement. Mais c'est assez rigolo, c'est puissant. Putain, j'ai mis des photos tordues, tu sais, parce que là, en fait, c'est vrai nous, dans notre métier, on joue l'enfoiré de première, quoi. Mais non, c'est vraiment costaud, leur truc. Il y a une petite anecdote, je ne sais plus comment elle s'appelle. Microsoft avait mis, je pense, en place un petit système comme ça d'apprentissage, de reconnaissance sur Internet. Je me demande si c'est pas ça, ouais. Qu'ils ont dû le retirer après quelques jours parce que les gens s'amusaient à leur faire apprendre n'importe quoi. Ça apprenait trop bien. Et ça apprenait ce qu'on lui donnait. Donc, si on lui donne n'importe quoi, ça répète n'importe quoi. On a oublié d'apprendre à ce bot que l'homme est un peu débile quand même. Voilà. Et donc, en fait, ça a un peu utilisé la naïveté de ce bot, quoi. Ouais. Voilà. C'est comme un enfant, hein. Si on apprend des grossièretés à un enfant, il va parler grossier. Hein. Exactement. Exactement. Tout à fait. Et donc, si on revient ici juste sur l'exemple d'une des API, la Face API par exemple, donc si on l'utilise, on voit ici un exemple, mais si on va sur le site web, on a juste besoin de poster une image et il va, puisque l'algorithme est déjà prévu pour nous retrouver toute une série de facteurs et d'informations. Donc la position du nez, l'écartement de la bouche, des yeux, etc. Donc, quelle que soit la position de la photo. Donc, en gros, on pourrait développer son propre système de Windows Hello pour pouvoir se connecter à notre application par ce système. Ouais, c'est vrai. Donc, ce n'est qu'un Web API à appeler. Et donc, tu reçois les résultats en format JSON. Ouais. Et donc, tu peux combiner ça avec la reconnaissance vocale aussi, si peut-être l'image n'est pas suffisante. Donc, tu peux combiner plusieurs technologies et les intégrer dans ton application. Donc, c'est très facile à intégrer dans n'importe quel langage. Hein. Je l'ai démonstré à une conférence PHP aussi, où je faisais une application web développée en PHP. J'intégrais en fait la reconnaissance faciale. Donc j'utilisais ce Web API. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on peut du coup mettre 2 photos pour essayer de déterminer si la première photo et la deuxième, c'est la même personne. Tu n'avais pas eu beaucoup d'inspiration pour le slide là, Denis. Ah, j'ai fait une recherche sur Bing pour pouvoir retrouver tes 2 photos et voilà ce que ça m'a donné. Mais ce qui est bluffant pour moi, je trouvais, c'est que j'étais étonné parce que les photos, forcément, c'est Christophe, c'est 2 fois la même personne évidemment, mais elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, quoi. Aussi bien la taille est différente, la position du visage, les lunettes sont un peu différentes aussi. Oui, tout à fait, les lunettes sont différentes. La chemise est différente. Et ce que tu n'as pas mis, c'est en fait la détection de l'âge de la personne. Ah oui, il y avait ça aussi. Donc, il y avait ça aussi. Oui, il y a ça aussi. En fait, on va détecter, essayer d'estimer en fait l'âge de la personne qui se trouve dans la photo. Et il y a un autre exemple où en fait on essaye de détecter si 2 personnes sont des jumeaux aussi. Ah oui. Ouais.
Et il arrive à détecter, à faire la distinction, parce que des Ouais. jumeaux, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein. Ah ouais. Il Par sait exemple, faire toi et la moi, on serait pas jumeaux, Denis. Ah non, si j'ai fait le même exercice en te mettant ta photo et la T'as mienne, vu et la transition quand même? on a une proportion, enfin un pourcentage de comparaison de 0,09. Ah, Donc quand ça va, même, hein. on se ressemble pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est très pratique, c'est Ouais. bluffant parce que c'est très rapide à mettre en place. C'est juste une web API et là, il y a un petit portail qui permet de tester ça. Donc, j'invite Mhm. un peu tout le monde à essayer ça. Et on obtient directement le résultat. Donc, il nous dit en un clin d'œil, en une fraction de seconde, la Ouais. comparaison entre les deux systèmes. Quoi. Ouais. Et donc ça, Ouais. c'est vraiment des exemples. Ça cache en fait toute la complexité du machine learning, hein. Mais derrière, donc il y a le système, il y a le modèle de machine learning pour détecter, en fait, faire de la reconnaissance faciale. Et ce système-là, c'est un peu ce qu'on voit dans certaines séries américaines, Person of Interest, tout ça, où il y a ce principe-là. On imagine une caméra qui nous surveille Ouais. avec une intelligence. Dans les aéroports, je pensais que c'était utilisé, ça. Ça l'est pas encore? Moi, je ne sais pas. Je ne sais, C'est je ne sais pas encore. euh, j'ai déjà vu une fois, Ouais. j'étais en Égypte et on passait devant une caméra volontairement. Alors soit on était pris en photo tout bêtement, ou soit il y avait de l'intelligence ou de la reconnaissance faciale pour voir, ah, tiens, on cherche telle ou telle personne. Mais Oh. une fois j'ai entendu que non, c'était pas encore utilisé. Ça m'a étonné parce que je dis la techno, elle est là. Bah oui, c'est ça, on pourrait le faire. Ouais. Je sais qu'il y a des systèmes qui existent pour tout ce qui est plaques de voiture. Et là, donc, de Ouais. faire des reconnaissances automatiques des plaques pour On appelle pouvoir ça des vérifier radars, si- non? Non, Non, le non. radar, il fait juste ta photo. Là, c'est pour voir si tu es en Ouais. ordre d'assurance, voire plus. Enfin, C'est du pouvoir ANR, je pense, directement. c'est ça. Automatic Ouais. Number Recognition. Et, Ouais, c'est ça. Ouais. et Denis, tu peux nous rappeler sur quel site déjà on peut trouver tous ces bots? On fait une recherche. Je remettrai l'adresse, mais si je reviens en arrière, si on fait juste une recherche sur Cortana Intelligence Gallery, Ouais. on arrive directement sur le site de Microsoft. Mais je mettrai l'adresse dans les notes du podcast. pour Et pouvoir sachant directement qu'en aller fait, dessus. on peut aussi créer notre propre machine. Là, c'est des bots qui sont tout faits. Ouais. Mais Microsoft, en fait, il nous met à dispo maintenant un système pour apprendre, pour créer nous-mêmes ses propres machines. Et alors, Nick, tu sais Ouais. quoi, en fait, les principales étapes pour faire soi-même sa machine learning? Ouais, donc pour créer sa propre, donc je vais peut-être avancer un peu les slides. Donc ce qu'on fait, si on va utiliser du Azure Machine Learning, donc on verra ça dans les tarifications, mais donc on peut créer un modèle de Azure Machine Learning. Et en fait, dans ce modèle, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut réfléchir un peu quel est le problème qu'on veut résoudre, quels sont les types de prédictions qu'on veut faire. Et puis la première étape qu'on fait, c'est il faut extraire les datas. Mhm. Quels sont les différents types de data Les sources. qu'on veut utiliser, les sources. Et ça peut être une source, mais ça peut être plusieurs sources qu'on va lier aussi. Donc par exemple, un exemple que j'ai déjà fait, c'est déterminer en fait si si un vol va avoir du retard. Donc là, on va combiner les datas des vols et les retards ensemble avec les datas du météo. Donc on va lier en fait ces deux sources. Et puis l'étape qui suit après, c'est on va créer son propre modèle, son algorithme de machine learning. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Comme je disais, avant il fallait programmer tout ça en Fortran ou en C ou en n'importe quel langage. Maintenant, dans Azure Machine Learning, on a tout un paquet de modules, de fonctions statistiques pour créer ce propre expériment, pour créer ce propre algorithme. Et donc, on assemble en fait ce modèle. Donc, à partir du source de données, on crée le modèle, on va combiner les différentes fonctions algorithmes. Donc ça peut être des neural networks, du binary tree, toute une série d'étapes. Et puis on exécute ce modèle et on va évaluer, on va monitorer en fait le résultat. Donc c'est On va l'évaluer pour lui faire apprendre d'abord pour lui apprendre. Donc ouais. on prend les sources de données et ce qu'on fait typiquement dans Machine Learning, on crée ce qu'on appelle un test set
et on a Ah un oui. training set. Donc on va splitter en fait les data en deux. Donc disons on prend 70% des données sont des données pour faire apprendre le modèle. Mais donc faire apprendre, tu lui donnes les données, mais tu lui donnes le résultat qu'il En doit effet, avoir. ouais. Donc ça Ok. c'est ce qu'on appelle du supervised learning. Ouais. Ok. Et donc il va boucler en fait sur ces données, il va trouver les différents paramètres corrélés, il va regarder donc aller au résultat, il va voir quel est en fait le nombre de false positifs ou des choses comme ça. Donc Mhm. pour évaluer en fait son efficacité du modèle. C'est ça, ouais. Ouais. Et il va donner un résultat alors, Il va, pour dire il va te il est donner efficace. un chiffre qui te donne en fait je suis à 80% de correct. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, en fonction de tout ça, tu peux en fait tuner, modifier en fait ton modèle, ou tu peux comparer différents modèles aussi. Donc ça, c'est ce qui se passe très souvent. En fait, tu prends tes sources de données, tu prends un algorithme, tu prends un deuxième algorithme ou un troisième algorithme, et tu vas évaluer les différents modèles et les comparer pour voir en fait quel est le meilleur algorithme à utiliser pour ce set de données. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on le voit sur l'écran d'ailleurs, parce Ouais. que pendant que tu parles, il y a une petite vidéo d'exemple qui est présente sur le site d'ailleurs d'Azure, de Machine Learning. Ouais. En fait, la création de l'algorithme en question dont tu parles pour lui faire apprendre, c'est jamais qu'une succession de blocs, hein. Donc on prend Ouais, un c'est bloc dans une sorte de toolbar, on vient le positionner sur l'écran et on vient les relier avec le bloc suivant pour lui dire voilà la procédure suivante à devoir apprendre, quoi. Et puis on appuie un bouton play, un bouton run, on appuie dessus et l'application, le système démarre pour pouvoir évaluer ça. C'est Ouais, extrêmement c'est ça. intuitif. C'est très intuitif, ouais, en effet. Ouais, ouais. Et donc, ce n'est que du drag and drop, en effet, des modules sur un Canva. Ouais, c'est ça. Et ça Et on touche- voit la dernière étape, il te dit setup a web service. Donc je suppose qu'une fois que tu as Ouais. défini tout ça et que tu peux le modifier, je suppose, par après, Ouais. tu as la possibilité de construire un service web, donc une REST API ou une web API, pour pouvoir venir après y accéder depuis ton application téléphone, application universelle et autres. Ouais, C'est à c'est ça. cette étape-là que tu es dev. Avant, tu n'as pas besoin d'être développeur. Non, Ouais, ouais. avant, tu es plutôt ce qu'on appelle un data scientist. Ouais, c'est ça. Ou quelqu'un qui a un peu plus d'expérience en statistique Oui. ou en algorithme de statistique. Moi, personnellement, Et- j'étais pas à l'aise pour traiter les données. J'ai fait des essais et j'étais pas très à l'aise parce que, bon, après, les Oui, samples utilisés, parce que, bah, bon, d'abord, je ne sais Mhm. pas exactement ce que je recherche, hein. J'ai joué avec les samples, mais effectivement, il faut vraiment avoir un besoin, quoi. c'est ça. Il faut peut-être quand même, faut le dire, avoir, je sais Ouais. pas si c'est des connaissances, mais enfin une affinité avec peut-être l'aspect statistique ou l'aspect algorithmique des machine learning. C'est quand même un domaine un peu particulier, hein. Donc Ouais. le plus simple, c'est peut-être de reprendre un exemple si jamais il existe, et puis peut-être de l'adapter ou de reprendre directement les web API dont on a parlé tout à l'heure, si on doit développer, que ce soit reconnaissance faciale, le text-to-speech ou des choses comme ça. Mais si on veut aller plus loin et faire soi-même son propre processus de machine learning, bah, ça demande un peu de compétences dans ce domaine-là au niveau de la constitution de l'algorithme, mais c'est faisable en tout cas. Microsoft fournit tous les outils. Ouais, c'est ça. Et Ça, donc, c'est bien. dans la galerie, il y a les exemples, il y a les services toutes faites, comme la reconnaissance faciale et les autres. Ouais. Mais il y a donc aussi des exemples de modèles de machine learning que tu peux ouvrir et tu peux modifier toi-même. Donc, tu vois en fait Ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière et tu vois en fait tout le modèle, tous les blocs qui sont dedans et tu peux le modifier. C'est ça, justement, on peut peut-être enchaîner à ce moment-là sur un dernier exemple ou un nouvel exemple, qui est un des exemples que tu avais montré d'ailleurs lors de la présentation au Dev Day, qui est le Titanic. Oui, Donc en je effet. je te laisse l'expliquer. Il faut savoir C'est qu'il est rigolo. disponible online, Ouais. donc je donnerai également l'adresse pour le tester, ceux qui veulent essayer un petit peu à la fois l'utilisation avec les fameuses API, Ouais. mais également la création, la modification de la machine learning, mais ils pourront le faire aussi. Et donc je te laisse expliquer un petit peu en quoi consiste, je ne vais pas dire que c'est un jeu, mais enfin, en quoi Bah, consiste c'est le jeu horrible. du Titanic. C'est horrible, voilà, c'est un jeu horrible au départ. Terrible. En fait, le but de cet expériment, c'est en fait le désastre qui s'est fait avec le Titanic. C'est en fait de déterminer sur base en fait
de tes critères personnels, si tu faisais en fait la voyage avec le Titanic, quel serait en fait le pourcentage que tu survivais en fait ce désastre? Et on peut entrer quelques critères, comme tu vois là, que donc je voyage en première classe, en deuxième classe, en troisième classe, ça existait. Je suis je suis homme ou femme, quel est mon âge, est-ce que je suis accompagné avec de mes enfants, combien est-ce que j'ai payé pour mon ticket, où est-ce que je me trouve sur le bateau. Et puis en fait tu cliques sur Go, sur Run, et en fait le site web ou donc le service, il va te dire, ben, avec tous ces critères, tous ces paramètres, tu as le pourcentage, la probabilité que tu vas survivre en fait le désastre, c'est 44%. Donc désolé. Si tu es une femme. Si tu es une femme. Si tu es une femme. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'évidemment, ça se base là-dessus. Enfin, on va le voir juste après sur le slide suivant. Il y a une liste de données qui est fournie au système de machine learning qui est la liste des passagers avec évidemment les critères hommes-femmes. Et évidemment, les femmes étaient évacuées, je vais dire, du bateau en priorité. Donc, on avait plus de chances si on était une femme que si on était un homme. Bah oui. Donc voilà. En effet. Et donc en effet, ça c'est basé en fait sur donc les données historiques, donc la liste des passagers. Et donc tu les vois ici, c'était vraiment les données, les vraies données du Titanic, de tous les passagers avec tous les paramètres, leur âge, s'ils étaient accompagnés, leur sexe, etc. Et donc là, première étape que tu fais, c'est tu détermines ou tu prends en fait les différentes, le dataset. Dans le machine learning, il peut t'aider à déterminer quels sont les différents paramètres qui pourraient être intéressants, parce que certaines données ne sont pas intéressantes du tout. Par exemple, le numéro de ticket, il n'a pas d'intérêt sur la probabilité de survivre en fait ce désastre. Ouais. Par contre, l'âge, il joue, le sexe aussi, il joue, ou ton nom, normalement, il n'y joue pas dans la probabilité. Ouais. Donc là, première étape, prends les données, donc liste des passagers, et puis on va passer aux prochaines étapes, c'est créer le modèle de machine learning. Et donc tu le vois ici, ça a l'air d'être très compliqué. Mais donc, les premières étapes que tu vois à gauche, c'est vraiment préparer les données et d'extraire, dire au modèle de machine learning quel est le type de données que j'ai pour chacun des champs. Est-ce que c'est numérique? Est-ce que c'est quelque chose de alphanumérique, des choses comme ça? C'est vraiment, donc la partie à gauche, c'est vraiment, je prépare les données. Ouais, c'est ça, et on le voit effectivement, tu disais le nom, le deuxième bloc, c'est ça, c'est drop columns, donc on enlève les colonnes numéro du passager, le nom du passager, sa cabine, le ticket, et donc on reformate en quelque sorte les données brutes pour obtenir quelque chose qui semble plus intéressant pour l'algorithme. Ouais, en effet. Ouais. Okay. Et donc, après avoir préparé en fait toutes les données, on commence en fait donc la première étape que tu vois là après, c'est je split les datas. Donc d'abord, j'ai la partie pour faire le training du modèle. Et si tu vois, on fait ça deux fois. On va ici évaluer deux algorithmes. Donc le two-class boosted decision trees, donc c'est celui qui est à gauche. Et à droite, tu vois le two-class decision forest. Donc, c'est une classification. Donc, et c'est des algorithmes que Microsoft, que Azure Machine Learning nous donne. Oui, en effet. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tous ces blocs qui sont toutes faites, il y a toute une série quelques dizaines d'algorithmes qui sont disponibles pour toi à utiliser tout de suite. Donc, il ne faut pas implémenter tout ça. Donc, ici, c'est de la classification c'est un two-class. Donc, tu survis, oui ou non. Donc, c'est très binaire. Ici, ce qu'on veut décider. Et donc, on va faire le training du modèle sur base donc, des deux algorithmes. Et puis, on va faire le scoring du modèle. Et donc, ça, c'est... j'ai mon modèle, il s'est entraîné. Et puis, je compare avec les résultats qu'on connaissait déjà.
Donc on savait pour chacun des passagers s'il survivait, oui ou non. Et donc on va faire le scoring du modèle. Est-ce que le modèle, il est bon ou pas bon? Ouais. Et puis la dernière étape, c'est on va évaluer, on va comparer les deux algorithmes. Donc le Decision Forest et le Decision Tree. Quel est le meilleur algorithme à utiliser? Et l'objectif, c'est d'en choisir un ou de faire après un mix des deux? Non, d'en choisir un. D'en choisir un, ouais. Et donc on peut comparer plusieurs. Hein. Donc Et c'est ça. Et donc une fois qu'on a trouvé le bon, à la limite, on pourra enlever la partie droite ou la partie gauche en fonction du résultat pour dire, voilà, je choisis l'algorithme, par exemple, le two-class decision pour pouvoir prendre mes décisions. Quoi. Donc c'est ce qui se passe quand tu vas publier ce modèle en tant qu'un web service. C'est que tu décides en fait quel est le modèle à utiliser pour le web service. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu choisis un des algorithmes que tu as évalué et donc tu publies en fait ce algorithme en tant qu'un web API. Mais il faudrait créer une machine learning qui décide quel est le meilleur. C'est vrai. C'est vrai, pourquoi on doit choisir? On peut choisir le mauvais pour faire un web service? Tu pourrais, oui. Ouais. Donc il y a quand même une intervention humaine. Remarque, c'est bon signe, c'est que le développeur doit quand même encore travailler. Hein. Tout n'est pas fait c'est pour bon lui. signe finalement. Ouais. Et ce qu'on voit ici, l'écran, enfin la capture d'écran qui est là, j'avais vu passer, il y a le studio Machine Learning, c'est ça en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le Azure Machine Learning Studio. Donc c'est vraiment un outil que tu accèdes via ton navigateur. C'est ça, ouais. Donc on ne fait rien avec Visual Studio ou un outil local. Il n'y a rien à installer. On se connecte sur le web et on peut accéder directement à ce Machine Learning Studio. Okay. Ouais. À ce sujet, n'importe qui peut tester déjà. Alors, il y a deux solutions pour tester. Vous avez un compte Azure, vous allez sur le Machine Learning directement depuis votre portail Azure. Ou il y a encore plus simple, si vous n'avez pas de compte Azure, vous allez sur le site qui s'appelle studio.azureml.net. Et vous avez besoin juste de votre identifiant Microsoft, c'est-à-dire votre compte hotmail. Ou outlook.com. Et puis vous accédez dans une interface de type Azure, un portail type Azure, je dirais c'est pas un type, c'est Azure, mais qui va vous permettre de vous amuser, de tester en fait la machine learning de Microsoft. Et on a exactement la même chose que sur Azure, mais là c'est en version de test. C'est juste génial, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil parce que ça vous coûte rien, ça vous demande pas de carte bleue, rien du tout. Vous êtes directement sur un portail de test. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Et si on en profite pour parler en termes de prix, donc on disait il y a une partie qui est gratuite, mais il y a une partie qui peut être payante, donc un abonnement gratuit, un abonnement standard, avec là des tarifications, peut-être au niveau société. Une société a peut-être besoin d'avoir un support ou des garanties derrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y a le modèle gratuit où il y a quelques quotas qui existent. Et au niveau de la performance, c'est un peu plus long parce que c'est un environnement partagé. Mutualisé, oui. Ouais, c'est ça, c'est mutualisé. Et donc, puis, tu as le modèle standard, typiquement pour des sociétés qui veulent l'utiliser en production, où tu peux avoir plus de parallélisme, où tu as ta propre environnement. Et donc là, c'est, comme c'est indiqué tout au début, comme les autres services dans Azure, c'est tu payes pour ce que tu utilises. Ouais, on voit, c'est pas si cher que ça non plus. Il y a des frais mensuels, je vois, c'est 8 € par poste par mois. Et l'utilisation des API, donc le résultat en quelque sorte, c'est 1,68 € par heure de calcul de production. Alors qu'est-ce que c'est justement cette heure d'expérimentation studio? Qu'est-ce que c'est qu'une heure d'expérimentation studio? C'est en fait la phase où tu vas créer ton modèle. Ouais. Ah oui, c'est l'utilisation du studio. Tu utilises le studio et tu crées, où tu fais tourner en fait ton modèle. C'est ce qu'on a fait juste avant. C'est juste avant. C'est juste avant. Donc, avant de publier, tu dois faire un run de ton modèle, de ton expériment, pour évaluer en fait est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Alors donc, en fait, quand on fait ça, on voit bien que chaque étape, il y a un petit V vert à chaque étape. Alors, c'est les calculs à ce moment-là ou c'est le temps que nous, on met pour réaliser notre algorithme? Non, c'est le temps pour les calculs. C'est comme la compilation. Ok, très bien, merci. Ouais, c'est ça. Okay. Je vois. Ouais, c'est ça.
Et on a vu effectivement, donc on a la possibilité de créer facilement, en mettant des blocs, je vais dire, la possibilité de créer son algorithme. On peut encore aller plus loin. Il y a possibilité de mettre même des scripts Ouais. ou Ouais. et d'écrire quoi, on écrit ça en C# ou On- comment ça se passe? On écrit ça, donc en effet, il y a les blocs standards, des algorithmes toutes faites, mais donc on peut aussi intégrer des scripts et créer son propre logique, son propre algorithme, et ça c'est fait en algorithme R. Je ne sais pas si c'est Ah connu, oui. c'est un langage qui est assez connu dans le monde du machine learning et du big data, où il y a Ok, oui, donc toute une série d'algorithmes qui existent et c'est un langage qui s'appelle R. Donc juste le lettre R. ouais, non, moi je ne connaissais pas, mais je Comme suppose que c'est Signal ou un pas? langage comme Signalaire. C'est Voilà. ça? Oui, mais sans le signal. Alors, cette tarification est après au niveau de, voilà, nous, les plus petits développeurs, on peut utiliser après tout ça dans nos applications, tout ce qui est automatique, etc. Les reconnaissances faciales, Ah, ok. les traductions automatiques, Ouais. tout ça. Ouais, en effet. Donc, tous ces services toutes faites, tu peux les utiliser aussi. Et donc, là aussi, il y a un modèle gratuit et un modèle payant. Et donc, la seule différence, c'est les quotas qui existent au nombre de transactions qu'on a en gratuit, quoi. On pourrait imaginer une application qui n'est pas traduite, par exemple en anglais, en chinois, en espagnol. La première fois qu'elle est utilisée dans un pays, le logiciel ne reconnaît pas le pays. Par contre, il sait, tiens, je suis en Espagne. Eh bien, tout ce que je vais voir passer au niveau de l'interface utilisateur, je vais le traduire une fois, le stocker en local, Mhm. et puis c'est tout. J'ai Ah ouais. traduit, j'ai pas utilisé de quota. Mon programme est traduit peut-être assez de manière avec des erreurs, mais il est traduit de manière automatique et gratuite. Ouais, en effet. Ça pourrait être jouable. Ouais, ouais. Et donc Ouais. ici, Et- ouais. Donc ici Qu'est-ce tu qui se vois passe au-delà des quotas? En fait, toutes les requêtes, ils vont tomber en erreur. Ben, tu reçois un HTTP, je pense que c'est un 500 et quelques. Ouais, ça marque ouais, c'est ça. Ouais. insert coin, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. You have reached Mais your quota. maintenant, c'est plus le machine learning, donc tout ce qu'on a vu ici, Non. à part peut-être quelques services d'exemple, mais ce n'est plus en preview. C'est tout est utilisable réellement en production sur des projets complets chez des clients. Attends, j'ai pas compris. Donc ici, Je veux dire, tout ce qu'on a vu, donc hein, ici il y a quelques exemples, Face hein, API, Speech API, etc. On voit là, ils sont soit en mode gratuit, soit en mode payant, donc je ouais, suppose qu'ils sont utilisables. Comme la création d'un processus custom de machine mhm. learning, ils sont utilisables en production. On n'est plus dans un service preview que Microsoft a vu. Certains des services sont en preview. Ils sont encore en preview, certains des services. Certains exemples, comme je vois ici, il y a le speech recognition par Hein, exemple, qui lui va être en coming prod. soon au niveau. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ça. mais sinon, la création custom, si on crée son propre algorithme de Mhm. machine learning, lui, il est utilisable en Ouais, production ouais, sans ouais. aucun problème. En effet, ouais. J'imagine que chaque utilisation, chaque intégration de ces API de machine learning dans nos applications continue à faire évoluer le propre moteur de cette API ou pas? Je veux dire, le face, la machine learning apprend encore et toujours. La reconnaissance Euh, Ouais. faciale, à l'heure actuelle, elle apprend mhm. toujours. Elle apprend toujours, oui. Ouais, en effet. Et c'est- Maintenant, on ne le fait pas sur base des données des clients. Donc ça, c'est toujours quelque chose Ah, qu'il faut, ouais, il faut de toute façon donner. C'est pas quelque chose qu'on fait en automatique, hein. alors, C'est ça que j'allais demander effectivement. Ouais, Donc les données qu'on va nous envoyer dans le cloud, ouais, elles sont dans notre espace de travail, mais Microsoft ne les utilise pas pour non, faire des systèmes d'apprentissage. Elles ne sont pas partagées, elles ne non, sont pas utilisées dans d'autres systèmes. non. et Ah oui. Cortana, au départ, il nous le disait quand. Ah merde, elle fait Ah, en marche, la conne. Pardon. Oh, j'ai dit et Cortana. Alors, Cortana, putain, elle va s'arrêter. Euh, la femme, là, qui est à mon ordinateur, euh, elle apprend plus grâce à moi, du coup, dans mon euh, Windows 10. là, si. Donc, tout dépend en fait des différents services et en fait ce qu'on a mis en fait
dans les, comment ça s'appelle, les license agreements, des choses comme ça, dans les petites lettres. C'est peut-être une différence entre le service payant et le service gratuit aussi, peut-être, non? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait en automatique ou qu'on fait d'une façon non transparente. Donc, si on le fait, on le met dans la description du service. Et à mon avis, Ah oui, ok. Ok. Et est-ce qu'en fait, dans Windows 10, en fait, le Cortana, là, je vois, là, il y a un paramètre, les paramètres de confidentialité. Il y a une case à cocher qui stipule, moi, par défaut, je vois qu'elle est coupée, c'est envoyer à ouais. Microsoft des informations sur mon écriture, par exemple, pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture. Permettre aussi, ouais. Donc, j'imagine que la voix, là, je vois pas du tout d'informations qui me dit est-ce que ma voix va aider à améliorer. Tu sais, selon mon dialecte, ma façon de dire les choses. Euh, il faut forcément que Cortana s'améliore à l'heure Ouais. actuelle, je trouve. Mhm. En tout cas, ça ne le Ouais. dit pas. Faudra lire les petites lettres Ouais, c'est ça. Donc, qui sont cachées derrière le service. c'est Ouais. service par service qu'on le fait. Il faut donner la permission de le faire. Ok. Ouais. Ok, je ne sais pas si tu avais d'autres points, Christophe, d'autres sujets ou de questions pour le moment? Bah, une question que j'aurais pour le futur, c'est quoi Ouais. le futur du machine learning? Parce que ça pourrait être effrayant. Ça veut dire le futur pour moi, mais tu vas me contredire, j'espère, ça serait de plus attendre la décision de l'homme et que la machine learning anticipe le choix qu'on va faire. Euh, dans la petite schéma qu'on a vu tout au début, là, il y avait aussi les systèmes de recommandation ou des systèmes qui prennent des décisions en automatique. Dans certains domaines, c'est déjà le cas, hein. Donc, par exemple, dans des avions, le pilote automatique, il prend déjà des décisions en automatique, hein. Et il va tout pour éviter qu'il y ait un accident qui se passe. Regardez, cette semaine, on a vu Tesla, une vidéo qui est sortie de Ouais. la voiture Tesla qui évitait un accident. Oui, Donc, Ouais. à force d'apprendre à rouler, elle a anticipé que là, c'était pas logique, que là, tu y arrivais vers elle, et puis elle déviait, quoi. ouais, c'est ça. C'est du Donc, machine learning quand même, ça, normalement, non? c'est du machine learning en effet. Donc, c'est la machine qui apprend. Et normalement, c'est aussi en fonction de ton style de conduire qui va apprendre de faire les choses un peu différemment, peut-être, hein. Mais ça, c'est ce qu'on va voir dans le futur, c'est qu'il y a dans plus de domaines où en fait il y aura un peu plus d'autonomie des systèmes. Ouais. Et une globalisation peut-être aussi, parce qu'ici on est peut-être quand même dans des machine learning très spécialisés dans des domaines. Ouais. On a parlé de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'écriture ou autre, mais si on met tout ça dans des domaines multiples, là ça va devenir effectivement peut-être intéressant ou effrayant, ça dépend sur quel La lequel plupart niveau on se positionne. des choses en science-fiction, c'est effrayant à l'heure actuelle, hein. Ouais. Ouais. Il n'y a rien qui te dit waouh, ça va être génial, et puis ça va pas planter du tout. Et on va plus savoir rien faire. L'homme, il va être dépendant totalement. Voilà, ça, c'est le futur de la télévision. Bah, On n'y est pas encore. c'est un peu que ce qu'on a annoncé aussi à Build, c'est le bot framework. C'est en fait, Ouais. tu as l'impression de faire une session de chat avec un humain, mais c'est vraiment un chatbot, hein, qui est derrière. Donc, est-ce Ouais, que c'est c'est vrai. effrayant? Est-ce que c'est utile? Ça, C'est de trouver quelque ça, part où on va le voir. Ouais, c'est ça. L'avenir va nous le dire. Bah Ouais, oui. tout à fait. Très bien. Ben, je pense en tout cas qu'on a déjà fait un assez large, un beau tour de tout ce qui est solution d'Azure Machine Learning. Je vais résumer très rapidement. Donc, tu nous as ainsi expliqué que c'est ce que c'est le machine learning, comment Microsoft l'a intégré dans Azure. On a vu également comment il était possible d'utiliser à la fois des catalogues existants importants de données, qu'il y avait des services qui existaient également avec toute une série de services prédéfinis de services d'accès, je veux dire, à des services de machine learning. Ou bien alors qu'il était possible également de créer sa propre machine learning, sa propre machine à apprendre. Donc, je pense qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est un service très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Ça permet d'utiliser des ressources également importantes,
qui sont présentes dans Azure et d'en obtenir facilement un résultat, je veux dire, exploitable par nos applications. Donc je pense que ça peut être assez facile en utilisant en tout cas les exemples et peut-être un peu plus loin si on veut approfondir le sujet, si on veut faire ça par soi-même. Mais c'est assez facile de l'intégrer des services existants dans nos applications et de pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points, Christophe, je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou d'autres marques. Non, c'était super sympa, très intéressant. J'aime bien. Ben, pour moi aussi. Je ne sais pas si Nick, toi tu avais également d'autres infos à nous fournir ou d'autres remarques. Non, c'est juste continuer à regarder Azure. Il y a toujours des nouvelles services qui arrivent là. Oui, c'est un peu parfois le problème, c'est que à une personne, on n'en sort pas, il y a trop de données, il y a trop d'infos, il y a trop de services qui viennent. Mais il faut continuer comme ça, c'est clair. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Avant de se quitter, peut-être nous expliquer comment on fait si on veut te contacter. Un compte Twitter ou autre chose. Ouais, donc mon compte Twitter, c'est Nick Trog, donc Nicktrog. Oui. On le met également sur les slides et sur Voilà. les notes de l'émission. Ouais. Ben, en tout cas, alors un grand merci pour ta présence aujourd'hui, pour cette présentation de Azure Machine Learning qui était en tout cas, encore une fois pour ma part, très intéressante et très agréable. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre en podcast audio, mais également en podcast vidéo ou directement sur YouTube. Et envoyez-nous en tout cas vos messages dans les commentaires de l'émission, ou simplement un tweet pour nous soutenir, c'est toujours agréable. Merci beaucoup Nick, merci Christophe. Mais de rien. À bientôt. On se revoit bientôt peut-être pour du Xamarin, il paraît. Ah, on va se revoir Ah, bientôt on pour verra. Xamarin. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Merci bien, à bientôt en tout cas. Ciao. Au revoir. Au revoir.